Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes mettent leur vie au service des autres. Ils sont médecins urgentistes, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes. En Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Guyane, à La Réunion. Ils interviennent partout jusqu'aux secteurs les plus isolés. Au cœur de l'urgence, ils doivent composer avec des environnements difficiles, dans des milieux naturels parfois périlleux. Entraînés pour intervenir en toutes circonstances, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. Ce matin, le SAMU de Pointe-à-Pitre est sur le pied de guerre. Aujourd'hui, toute une partie du personnel part en opération à l'extérieur de l'hôpital. Ce n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes le 27 mai, date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et comme chaque année, la Guadeloupe est en fête. Et depuis 20 ans, une épreuve sportive est au centre des manifestations, le relais inter-entreprise. Je demande déjà à tous les relayeurs et relayeuses, eh bien, on se mettra sur le départ et on partira. Ce relais de 62 km est la plus grande course à pied de l'île. Incontournable, elle attire de plus en plus de coureurs. Alors, le SAMU doit déployer un dispositif à la hauteur du nombre de participants afin de pouvoir affronter toutes les situations d'urgence. C'est une infirmière de Poigne qui dirige l'équipe. C'est un très très gros événement. Donc cette année on a 55 équipes, il faut compter 23 coureurs par équipe. Donc on est à peu près 1300 et quelques coureurs, sans compter les alentours, c'est-à-dire les gens qui suivent, les badauds qui regardent, etc. Donc c'est un gros dispositif qui... on va traverser à peu près 10 000 personnes dans la journée. Alors, donc 20e édition, on fait le point rapidement. On a 10 motos SAMU, 7 infirmiers anesthésistes, 2 infirmiers sur moto, 3 médecins, vous êtes 3 médecins. Vous avez tous les casques pour vos passagers? Non. Quasi non. Ouais, d'accord, ok, là. Donc, si vous voyez qu'il y a un coureur qui est en difficulté, vous n'avez pas le droit de toucher au témoin du coureur. Vous lui suggérez de s'arrêter. S'il ne veut pas s'arrêter, vous avez des motos juges. Vous signalez le coureur à la moto juge, d'accord? Donc il faut bien qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de performance à faire aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on dit. Eux, c'est pas ce qu'ils vont faire. D'accord? Eux, ils ont envie de faire de la performance parce que pour la plupart, ce sont des athlètes. Ok? Après, il y a les coureurs du dimanche qui pensent qu'ils peuvent faire un 3 km tranquille en se levant ou en sortant de boîte. D'accord? Donc ceux-là, il faut faire attention à eux. Moi, je suis la moto volante comme d'habitude, les soignants. S'il y a un problème sur un des points ou entre les points, on ne sait jamais s'ils tombent, vous m'appelez, je viens vous relever, vous continuez votre relais. C'est clair pour tout le monde? Oui. D'accord. Afin de pouvoir intervenir sur tout le parcours, Samantha dispose d'un moyen mobile, rapide et passe-partout, la moto. Alors, mesdames les relayeuses au départ, venez avec nous. Avant le départ, chaque moto s'est postée à un point relais. Ensuite, elles doivent avancer au rythme des coureurs. Mais plus l'épreuve avance, plus les écarts se creusent entre les concurrents. Pour assurer une présence médicale tout au long du parcours, quand un motard rejoint un point relais, il chasse le précédent qui rejoint le suivant, et ainsi de suite. Tu as chassé qui? Moi, j'ai chassé personne pour l'instant. Je suis arrivée ici, T'as pas vu Véronique? Véronique, elle est passée, elle m'a dit qu'elle allait au 4. Elle va au 4, d'accord. Ok, Colline part. Le SAMU n'est pas encore débordé, mais le dispositif de Samantha s'étire en même temps que la course. Et des signes d'épuisement sont visibles chez les premiers relayeurs. Allez, continuez de marcher, monsieur. Allez, on marche, on s'arrête pas. Quand la journée va avancer, le climat tropical ne fera pas de cadeau aux suivants. Là, ça casse. Et puis surtout l'heure. Parce que là, il va être bientôt 9h. Le soleil est déjà bien haut. Ça va être dur. Ça va être dur tout à l'heure. Les déshydratations, les hyperthermies d'effort, des choses comme ça.
C'est bon? On traverse, pas de voiture? Allez, go. Sur les hauteurs de Saint-Paul, c'est une matinée d'entraînement qui attend les pompiers du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux. Créée en 1994, cette unité spécialisée intervient quand les secours traditionnels ne peuvent pas accéder ou évacuer les victimes, que ce soit en milieu naturel ou urbain. Alors, tu as deux voies. Tu as une voie ici, Ishan, et Bruno, une voie là. Équipement. Les techniques de sauvetage du Grimpe sont celles utilisées dans l'alpinisme et la spéléologie. Gérard, chef d'unité et instructeur, est là pour enseigner les ficelles du métier à ses jeunes équipiers en fin de formation. Regarde ces machins éventuellement que tu peux faire ici. Alors, tu as des points à côté de ton pied là, tu vois. T'es bon, mes fameux yeux, on peut descendre? Oui. Est-ce que moi la confiance en haut? Oui. Tu es certain? Donc ça veut dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Bon. Alors, descends, là. On fait des petites révisions, le temps qu'on aille installer la corde. La base pour évoluer sur des cordes en toute sécurité, c'est l'ancrage. Là, pas bon. Un point sur lequel Gérard est intransigeant. Bon, mais pas propre. C'est pas joli. Nous, on cherche la perfection. Un nœud neuf, fais-moi un nœud neuf là. À quoi c'est un nœud neuf? Raccourcissement de corde. Je prends, je fais un nœud neuf. Voilà. Et là, je continue à descendre. Donc un nœud doit être toujours bien fait, propre, et aucune boucle qui chevauche. Et là, tu vois que le nœud n'a aucun nœud, aucune boucle qui chevauche. Tout est bien coincé. Parce qu'il faut savoir qu'un nœud dans une corde, 40% au moins de la résistance de la corde. D'accord? Donc ça veut dire qu'une chute dessus, on n'est pas en sécurité réellement. Il faut suffit de compter les points de sécurité qu'on a. C'est 2 points. D'accord? Donc pensez toujours à 2 points. Quand on est sur un point, on n'est pas en sécurité. D'accord? Fais-moi un nœud de 8 là-bas pour moi pouvoir descendre. C'est moi qui descendais là. Là. Oui, mais descends-moi là, voir le truc. On veut descendre, il suffit qu'on appuie là-dessus et on descend tout doucement. D'accord? On s'arrête, on met l'écran. Tranquille, on est bloqué. Gérard insiste toujours sur la sécurité. Le risque de chute sur une corde est réel. Il doit toujours rester présent à l'esprit. Fais attention au frottement. Hein. Là, viens te longer tout de suite. Aide demi-clé. Longe-toi. C'est physique, hein? Pour éviter l'accident, il faut sans cesse rappeler les règles. Là, tu es vraiment dans le vide et tu travailles sur une falaise. Donc, toujours 2 points. Si tu chutes sur le crawl, tu vas te retrouver en bas. D'accord? Et on appelle ça la force choc. Et le choc sur la corde fait péter la corde. D'accord? Donc, toujours 2 points. De deux côtés, ça va. Je vois, là, ils reprennent leur marque, tout doucement. Valentin, c'est bon? Ouais. Ouais. Bah, c'est-à-dire que bon, ça fait un petit peu de temps qu'ils n'ont pas touché. Et là, ils commencent à faire l'entraînement. Il y a des petits oublis, il y a des petites hésitations, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça va. Ils ont repris là, ils ont compris. Il faut toucher de toute manière. Au départ, quand je suis rentré dans les pompiers, en 1983, le Grimpe n'existait pas en fait. Et on travaillait en fait avec des gendarmes, mais avec vraiment du matériel vraiment rudimentaire. Hein. C'était vraiment la corde avec le demi-câble. Dans le mousqueton, on descendait et on remontait comme on pouvait. Hein. Et après, ben voilà, c'est devenu une passion. D'autant plus que quand on fait des interventions, ben on fait des entraînements et tout, on est dans un cadre magnifique, donc on profite un maximum aussi. Donc, on attend que les interventions. On préférerait qu'il n'y aurait pas. Pour les victimes, c'est normal. Mais le but de notre métier, c'est ça en fait. C'est d'avoir le coup d'adrénaline, aller arriver sur intervention et savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place et tout ça. Moi, je dis que c'est magnifique, tout simplement. En attendant l'intervention, direction les hauteurs du cirque de Mafate pour une séance de footing montagne, indispensable pour entretenir une condition physique de haut niveau.
À tout instant, il faut rester joignable en cas d'alerte. On a le téléphone avec nous, on nous bip, on est disponible. Voilà. Sur la côte est de Nouvelle-Calédonie, la commune de Thio s'étale sur un vaste territoire de 1000 km². Pour patrouiller dans ces contrées difficiles d'accès, les gendarmes en charge du secteur ont régulièrement recours au PSIC, le peloton de surveillance et d'intervention à cheval. Ça va, Tommy, t'es à l'aise? Aujourd'hui, Pascal et ses chevaux sont venus prêter main forte à ses collègues de Thio. C'est des chevaux qu'on achète ici, parce qu'au niveau du climat, ils sont adaptés. Et ils sont un peu plus petits que ceux qu'on trouve en métropole. Et nous, on a besoin de chevaux avec un pied sûr, parce qu'on va dans des coins qui ne sont pas très stables, dans des cailloux, et ils passent vraiment partout. Donc c'est des bons chevaux. C'est bon, Guillaume? Ouais. Lors de cette patrouille, Pascal et son collègue Guillaume ont une mission importante. Lutter contre la production de cannabis, véritable fléau en Nouvelle-Calédonie. Malgré le cadre bucolique, la jeunesse des œuvrés du coin se livre régulièrement à des dérapages qui laissent des traces dans le paysage. Ces marques de pneus, ce sont certainement des gens qui sont venus faire des dérapages, des demi-tours au frein à main. Et puis après, quand le véhicule est soit cassé, soit il n'y a plus d'essence, on le brûle et puis on rentre à la maison. C'est une occupation, surtout parmi les jeunes, quoi. À l'origine de ces comportements, une consommation excessive de drogue. Dans ces paysages de Far West, des producteurs décomplexés la cultivent en masse. Souvent, ce sont des champs entiers qui se cachent à l'abri de la végétation, au fond des jardins des agriculteurs. Alors les gendarmes font des patrouilles en profondeur, dans le but de rechercher et de détruire toutes les plantations illégales. C'est un jardin, comme il y en a beaucoup ici en bord de rivière, que les gens cultivent pour leur consommation personnelle. Mais de temps en temps, il arrive qu'au milieu des légumes, il y ait une plantation de... Ici, c'est beaucoup du cannabis. Donc nous, on passe à travers pour voir s'il n'y a pas de jardin suspect et de plantation. Dans cette végétation luxuriante, les petits chevaux du pays sont un véritable atout. Moins hauts que ceux de métropole, ils permettent de passer facilement sous les branches et de progresser en profondeur. Comme les plants sont souvent cachés à l'abri des regards indiscrets, il faut les dénicher. Du haut de leur selle, Pascal et Guillaume peuvent voir beaucoup plus loin que s'ils effectuaient une patrouille à pied ou en voiture. Derrière un talus, Pascal pense avoir repéré une plante qu'il connaît bien à force de la traquer. Son œil habitué ne l'a pas trompé, il a enfin trouvé ce qu'il cherche. Ici, Guillaume. Un pied de cannabis. Il y a celui-là. Là-bas, il n'y a rien. J'ai fait le tour là-bas des bananiers, j'ai pas trouvé. Je vais refaire un tour un peu plus large. Ouais. La récolte est maigre. 2 plants seulement dans ce jardin et rien sous les bananiers. Ce n'est pas habituel. Bah là, ça paraît bizarre qu'il n'y en ait que 2 petits plants, comme ça, espacés. À une époque, on en trouvait beaucoup sous les bananiers, parce que comme on faisait des reconnaissances hélicoptères, les bananiers permettaient de masquer les plants de cannabis qui étaient dessous. Depuis, on a changé un peu notre méthode de recherche et on s'est aperçu que les agriculteurs avaient également changé un petit peu leur façon de cultiver. La patrouille reprend. Quelques minutes après leur maigre prise, Pascal et Guillaume vont être récompensés de leurs efforts.
Là-bas, on voit un pied déjà. Ouais, regarde, t'as un pied là, Guillaume. Tiens, regarde, t'en as plein là, Guillaume. C'est un petit champ de cannabis avec des petits pieds. Ah bah là, à cheval, on a vu le gros pied là en arrivant. Il y a de l'herbe haute, on voit bien, c'est un peu dissimulé par rapport au chemin où on est passé. En voiture, je suis pas sûr qu'on l'ait vu. Hein. Bon, ceux-là, ils n'ont pas l'air trop bien entretenus quand même. Donc, je ne sais pas s'ils sont arrosés régulièrement. Mais on trouve des fois des plantations qui sont bien entretenues, bien arrosées. Et ça atteint des tailles de plus de 2 mètres hein, des fois. Hein. Avant-hier, on en a trouvé plus d'une centaine aussi à un autre endroit. Et puis là, il faut compter tout ce qu'il y a là. Mais bon, je pense que sur l'ensemble, on va facilement arriver plus de 200. Ouais. La quantité trouvée ne laisse aucune place au doute. Cette culture est forcément destinée au trafic local. Immédiatement, Guillaume prend une série de photos. Elles constituent une preuve de la présence de cannabis et permettent de géolocaliser le terrain avant de convoquer son propriétaire à la gendarmerie. Puis, tout est méthodiquement arraché et consigné. Pour les gendarmes, la lutte contre le cannabis, c'est plus qu'un combat, c'est un devoir de santé publique. Bon, est-ce qu'on en oublie? C'est un fléau, oui. Surtout ici en Nouvelle-Calédonie, au niveau police de la route et décès sur les routes, le nombre est important. Et souvent, quand il y a des accidents, c'est alcool, cannabis qui sont liés ensemble, quoi. Donc, on essaye de réduire par tous les moyens le nombre de décès par an. Ce qui n'est pas facile. En 2017, avec 37 morts pour 250 000 habitants, la Nouvelle-Calédonie détient le record national de morts sur la route par habitant. 4 fois plus qu'en métropole. Le baobab, il fait combien? 2 mètres? Ouais, c'est ça, il fait plus de 2 mètres celui-là. Un joli sapin de Noël? Ouais. Toute une politique est menée pour faire chuter le nombre de victimes. Vente d'alcool réglementée, pompiers et SAMU qui interviennent chaque jour sur les routes. En ayant arraché 662 pieds ce jour-là, les gendarmes œuvrent eux aussi dans l'ombre pour sauver des vies. C'est bon, Guillaume? Allez, on y va les loulous. À l'autre bout du monde, aucune journée ne se ressemble pour Jean-Daniel. Ce pompier guyanais de 41 ans est un véritable spécialiste dans son domaine. Sortie du VSN pour base aéroportée pour exercice. Aujourd'hui, il part pour une mission pas comme les autres. Oui, elle est importante parce qu'on va faire un exercice hélico. Comme toutes les journées de travail, il faut de la rigueur dans ce qu'on fait puisque c'est une spécialité à haute technicité et donc les gestes sont importants puisqu'il en va de la vie de la personne qui va être secourue, de nous et de l'équipage. Cette fois, on part pour au niveau de Regina, donc on va faire des treuillages là-bas. On va se mettre en condition de personnes qui seraient naufragées, à récupérer en rivière, parce que bon, ils seront en forêt, donc à proximité de rivière automatiquement. Les exercices d'hélitreuillage en Guyane sont particulièrement réguliers, sauf en forêt. Pourtant, les secours sont souvent amenés à intervenir dans ce milieu très difficile d'accès qui couvre 95% du territoire. Le recours à l'hélicoptère est indispensable pour emmener des équipes sur des zones d'intervention. Mais il est toujours très dangereux d'y tenter un hélitreuillage au risque d'y laisser un sauveteur dans la canopée. C'est donc un exercice inédit que Jean-Daniel va tenter aujourd'hui. Avec les pilotes de la sécurité civile, il a été sollicité par l'armée pour tenter l'évacuation sanitaire de légionnaires coincés en pleine forêt équatoriale. Le plein effectué, le dragon de la sécurité civile repart pour Regina, au centre de la formation de la Légion étrangère. La difficulté pour évacuer des blessés par un moyen aérien
est de trouver une trouée. Or, elles sont pratiquement inexistantes en Guyane. D'habitude, les hommes au sol défrichent une DZ, une zone de dépose. Pour s'éviter cette tâche longue et compliquée, les hommes de la Légion ont imaginé autre chose. Séance de briefing avec le chef de la sécurité civile et le capitaine Vivion de la Légion. Ils vont exposer leur plan de sauvetage. En l'absence de trouée naturelle, ils ont eu l'idée d'utiliser l'espace au-dessus des cours d'eau très nombreux, dans la forêt guyanaise et qu'on appelle des criques. Objectif de la mission, élitreiller des personnels depuis ces criques, en les installant à bord de pirogues ou de radeaux. Avant de se jeter à l'eau, Jean-Daniel n'est pas du tout certain de la réussite de l'opération. C'est un essai jamais réalisé auparavant. On va surtout faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je vais voir sur les lieux comment se présente le radeau surtout. Et puis, s'il est assez stable, je ferai ma manip avec dessus. Sinon, je ferai comme on fait d'accoutumée, le fameux treuillage naufragé. On a l'habitude de faire du treuillage, peut-être pas dans cette configuration-là, mais ce sera une première. Si ça marchait, ça serait pas mal. J'ai besoin d'une main charitable pour la faire rentrer sur mes épaules. Et se préparer, c'est long. T'imagines seul ce que ça donne? Tu devrais faire un peu de muscu. Avant cette manœuvre inédite, les pilotes ont un premier exercice. Repérer un hélicoptère craché grâce à sa balise de détresse. Tu vois quelque chose là? Non. Ouais, c'est un peu bizarre. Écoute, pour l'instant, je poursuis comme ça a l'air par là. Mais la première mission, en fait, c'est s'il y avait eu un crash d'un aéronef, il y a eu normalement un déclenchement de balise de détresse. Et on va essayer de ce qu'on appelle goniométrer cette balise afin de se diriger, de déterminer la zone de crash. Et on va être guidé vers le lieu d'émission. C'est important pour nous parce qu'il y a beaucoup d'aéronefs qui volent au-dessus de la Guyane. Et malheureusement, on n'est peut-être pas à l'abri un jour qu'il y en ait un qui se crache. Donc il faut qu'on soit entre guillemets prêt à intervenir dans cette configuration si un aéronef devait se crasher en Guyane. Vincent, le pilote, sait de quoi il parle. Il y a 10 ans, un hélicoptère qui s'est abîmé en forêt n'a jamais pu être retrouvé. Et là, toujours rien. Hein. Alors, pour l'instant, toujours pas de détection. Ne désespérons pas. Ça y est, je l'ai en audio. Ah bon? Et c'est là. Hein. De toute façon, c'est là, mais je les ai pas vus. Je vais juste regarder parce que j'ai vu une trouée là. Bon, déjà, on a localisé le secteur, on sait qu'ils sont par là, donc on les recherche après. Ah ouais, c'est clair. Ouais, en fait, la forêt effectivement est un peu dense et puis voilà, mais de toute façon, on a la zone de recherche, donc là, en descendant quelqu'un, il est trop loin. À La Réunion, le footing du Grimpe a été brutalement interrompu par une alerte. Gérard élabore déjà un plan d'action avec ses hommes. Oui, nous, ce qu'on va faire là. Nous, on va prendre directement l'Odyssée avec une corde. Okay. Donc une corde de 80 mètres, largement suffisant. La Franco, l'Odyssée, et de quoi faire un point haut. Ok, là-bas. L'équipe doit intervenir de toute urgence. Ce ne sera pas en montagne, mais à Saint-Pierre, en plein centre-ville. Donc l'équipe Grimpe intervient pour un grutier resté coincé dans la cabine faisant un malaise. Donc on se rend chez les lieux de départ. Donc a priori il a fait un malaise. Il est resté dans sa cabine. Donc nous on va intervenir, on va le tirer de sa cabine et on va le ramener sur le sol. Donc on a des techniques à mettre en place, on appelle ça une technique en paroi. On va le conditionner dans la civière. Et on va la mettre au bout d'une corde et on va la ramener en bas.
tranquillement. Créé au départ pour évoluer dans des environnements montagneux, le Grimpe est finalement souvent appelé à intervenir en ville. La grue que l'équipe de Gérard va devoir escalader est presque un cas d'école. Non, elle n'est pas haute, elle doit faire à peu près, ouais, même pas 30 mètres. Les pompiers de Saint-Pierre, arrivés les premiers, ont déjà pris la victime en charge au sommet de la grue. Mais ils n'ont ni le matériel, ni la formation nécessaire pour la faire redescendre. Tout le monde est coincé en attendant le Grimpe. Comme la victime n'est pas remise de son malaise, ses collègues s'inquiètent. Mais d'habitude, il fait des petits malaises, mais pas comme ça. C'est un petit peu plus conséquent. Son frère et moi, c'est 30 ans qu'on travaille, qu'on se connaît. Et lui, personnellement, il a grandi avec nous. Donc, c'est normal que je suis inquiet. On n'a pas assez de place, tu vois. On est vraiment très limite au niveau des places. Et en plus, il y a quand même pas mal de, tu sais, les ferrailles qui passent droite à gauche et tout, donc voilà, c'est pas évident. Lieutenant, la victime, ça va pour l'instant? La victime peut marcher, quoi? Non, du tout. Non, elle peut pas. Déjà, elle n'est pas blessée. Ce qu'il faudrait, c'est l'emmener là. On va l'emmener. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on l'emmène ici. Donc, à bras d'homme, mais on l'emmène là. L'ouvrier a fait son malaise sur une plateforme extrêmement étroite. Impossible d'y étendre une civière. Il va falloir faire remonter l'ouvrier d'un étage avant de le conditionner. Voilà, c'est verrouillé, c'est bon. C'est tellement restreint en haut que c'est pas évident. Donc là, pour l'instant, bon, les pompiers sont avec la victime. Donc pour l'instant, il reste là le temps qu'on met le dispositif en place. Ensuite, dès qu'on va récupérer la civière, on va emmener la civière ici, on va mettre la victime à l'intérieur et on va faire descendre. On appelle ça un sauvetage en paroi. Chat, tu assures? Gérard, combien de délai? Le temps d'amener la victime ici, il faut compter 25 minutes maxi. Là pour l'instant on laisse la victime là, on fait monter le matériel, on déplie la Franco pour le mettre directement dedans après. Ça marche? La Franco, c'est la civière spéciale utilisée par le Grimpe. Seul moyen pour évacuer une victime en toute sécurité par les airs. On n'a pas d'autre moyen de venir le récupérer pour le faire descendre. Étant donné qu'il a fait un malaise, donc on ne sait pas exactement ce qu'il a. Là, on va le mettre allongé, donc il sera déjà à l'aise, il va beaucoup mieux. Dans une personne allongée, ça va beaucoup mieux, le sang circule mieux. Après, c'est parti. Quand la Franco est enfin prête, la première étape du sauvetage peut débuter. Il s'agit de remonter équipier et matériel. Vérifie. Bruno. Bruno. Bon. Allez, go, c'est bon. Grâce à leur Odyssée, un treuil thermique puissant qui peut tracter jusqu'à 3 tonnes, le Grimpe n'a pas besoin d'emprunter les échelons de la grue. La remontée s'effectue par la voie des airs, plein vide et bien plus rapide. Le treuillage commencé, les équipiers du Grimpe n'ont plus qu'à faire confiance à leur matériel et à leur expérience. Une situation qui ne laisse aucun droit à l'erreur. Dans le nord de la Guadeloupe, la course de relais se poursuit sans souci. À plus de la moitié du parcours, le SAMU n'a pas encore eu à intervenir, mais Samantha sait que ça ne va pas tarder. C'est souvent après le difficile escalier de Petit Canal que les premiers coureurs s'effondrent. On est sur la marche des esclaves à Petit Canal. Ce sont des marches historiques en fait. Si tu regardes derrière toi, il y a le port de Petit Canal où les bateaux arrivaient avec les esclaves et ils devaient monter ces marches-là pour être vendus en haut des marches. Oui, c'est un symbole fort, c'est des marches qui sont visitées régulièrement par tous les touristes et donc on les appelle la marche aux esclaves de Petit Canal. La journée avançant, le soleil est monté un peu plus haut. Avec l'expérience des années, Samantha connaît déjà les prochains points relais où les coureurs vont commencer à flancher. Alors, autant s'y rendre directement. On va aller au 14 direct. On va juste ralentir au 13, voir si tout le monde est en place, on va au 14. Au 14, c'est un point qui est un peu compliqué parce que c'est un point qui est plat, faux plat et soleil. Ouais, et c'est là. Il y a 3 ans, il y a eu un arrêt cardiaque sur ce point. Donc je sais un petit peu le point poisse, donc on va y aller.
Comme Samantha l'avait prédit, une intervention est en cours au point de relais suivant. Une coureuse débutante s'est écroulée et son rythme cardiaque ne ralentit pas. C'est inquiétant. C'est votre première course? Une dame qui a fait un malaise. Donc elle n'a pas fini sa course, elle a eu des tachycardies. Donc là on est en train de lui faire un électrocardiogramme pour voir si tout va bien. Mais elle a pas mal à la poitrine, il y a un bon stress qui est descendu. Donc là elle a relâché un petit peu, elle a pleuré, ça va un peu mieux, on lui fait son ECG et on va voir. Moyennement. Voilà, son cœur est très accéléré, c'est une tachycardie. Donc on va contrôler que tout se passe bien. La collègue va te poser une perfusion et on va aller voir un petit peu plus ce qui se passe. Je vais penser à chez moi. Ah là on va y aller. Hein. Vous allez aussi à Churu, oui. C'est la bonne, madame. Oui, on va voir le cœur. Et après vous allez revenir. Là c'est le cœur. Non, je sais pas, mais on va. Donc on va voir quand même. Vous allez revenir. Ok. D'accord. On va. Je voulais le faire. 34,88. J'appelle le PC de la course pour prévenir que le dossard 4510 est tombé. Le PC est occupé. Morgane. Samantha ne va pas avoir le temps de souffler. Quand les interventions tombent, c'est toujours en série. Gary, il y a un problème au niveau de la marche des esclaves. Fred. Je vais au niveau de la marche des esclaves, il y a un malaise là-bas, je te tiens au courant. Ah là il fait un bon 30, hein. On est bien à 30 degrés là. Et ça va s'accentuer quand on va monter. C'est pas comme en France métropolitaine. Nous, il fait chaud dans le nord. Esna, la marche aux esclaves. Il ne faut pas traîner et intervenir rapidement sur la victime. De plus, les équipes risquent de se retrouver toutes débordées. Avec la chaleur et la fatigue, tous les malaises arrivent en même temps. Tu cours habituellement? T'as l'habitude de courir ou pas? Oui, au basket. Au basket, d'accord. Mais tu fais des footings ou pas? D'accord. Comment tu te sens? T'as mal quelque part? Je vais dormir. T'as envie de dormir? D'accord. Sa tension est normale? Ok, on l'allonge les jambes en l'air. Doucement la tête. Attention, donne-moi un truc pour sa tête. Il n'y a pas un tricot ou un... Donne-moi un tricot ou un truc pour mettre sous sa tête, s'il te plaît. D'accord, ok. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est déjà mieux. Ok, sa tension était basse, elle est remontée maintenant. Avec les jambes en l'air, on va attendre un petit peu encore. On va attendre un petit peu. Respire bien. Mais il a fait une petite hypotension, il a fait une sorte de malaise vagal après la course. Un effort qu'il n'a pas l'habitude de faire. Au basket, c'est pas les mêmes efforts qu'en footing. Une fois de plus, Samantha doit remettre d'aplomb un concurrent mal préparé. Tiens, de l'eau fraîche, bois. T'as déjà senti que c'est des meufs qui vont pas lâcher l'affaire? Le jeune homme est surtout déshydraté. Tu t'es bien déshydraté même. Vas-y, respire bien, te pique. Samantha lui pose immédiatement une solution réhydratante en intraveineuse afin de le remettre sur pied. Ça ira de mieux en mieux. On va reprendre sa tension et ses pulsations surtout. Parce que là, il est rapide parce qu'il est déshydraté en fait. Donc là, on l'hydrate relativement très rapidement avec un bon cathlon. Ça coule comme du robinet dans son sang. Et ça va le remplir. Allô? Oui. Je suis au niveau de la marche des esclaves. Il me faudra un VSAV, s'il te plaît. Jeune homme de 32 ans. Une hypotension à 8,6 au départ. Remonté à 12,9 après avoir surélevé les jambes. Un pouls rapide persistant à 125-127. Et somnolent à son arrivée. Il a un sérum glacé qui coule. C'est son deuxième. Donc il a déjà eu un 500. Et il a un deuxième salé en cours. Un salé glacé. Malgré l'intraveineuse, le jeune homme reste mal en point. Il va devoir être évacué en urgence sur le CHU. Comme chaque année, même les plus sportifs se font avoir par le coup de chaleur de Guadeloupe. Samantha connaît bien la chanson. Ok, t'avais jamais fait le relais? Tu t'étais entraîné dessus? Oui. À la fraîche? Tu t'étais entraîné dessus à la fraîche? Hein? Pas l'eau du Cagnao? Ah ouais, c'est pas la même, hein? J'ai juste un peu chaud, mais ça va mieux. T'as chaud, il faut le mouiller. Hein? Ouais, il est un peu pâle encore. Eh ben, le bilan pour l'instant, c'est qu'on a eu 1, 2, 3 malaises, dont 2 évacués. Lui, il va être laissé sur place, parce qu'il a bien récupéré. Il n'est pas hypertherme, mais je pense qu'il ne s'est pas préparé correctement pour la course. Et comme il s'est entraîné à la fraîche, c'est-à-dire pas aux heures de son heure normale de relais, donc il n'a pas eu les bonnes circonstances pour s'entraîner, donc du coup, c'était pas pareil. Et là, il fait juste 33 degrés, donc ça pardonne pas. 2 évacués pour 1300 coureurs. C'est un bilan positif.
Samantha peut être fière de son dispositif mobile. Il a fallu en moyenne moins de 2 minutes à ses équipes pour intervenir sur chacun des cas. En Guyane, l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile vient de localiser le lieu du crash fictif qu'il recherchait grâce à une borne de détresse. C'est au tour de Jean Daniel de passer à l'action et de procéder à l'évacuation sanitaire des légionnaires blessés. Son objectif, récupérer la victime à bord d'une pirogue positionnée au milieu de la rivière. Sur le papier, rien de difficile pour Jean Daniel, qui a déjà l'habitude des treuillages en mer. Mais cette fois, au bout de son câble, il va être entouré d'arbres. Et la petite pirogue en contrebas n'a rien à voir avec un cargo. L'opération va échouer sous les yeux de ceux qui l'ont imaginé. Le souffle puissant provoqué par les pales de l'hélicoptère fait dériver la pirogue, la rendant hors d'atteinte et impossible à manœuvrer. Il faut essayer autrement. Il va essayer beaucoup plus haut pour avoir moins de souffle. Sinon, il s'accroche avec un bout de 10 mètres de goutte sur un arbre, il tient en moteur et là, il ne bougera pas trop. Mais même en remontant et en déroulant la totalité de son câble, l'hélicoptère génère toujours trop de souffle. La pirogue est complètement instable. La manœuvre n'est pas concluante. Pourtant, l'idée d'évacuer une victime depuis une crique semblait idéale pour les militaires. Mais la pirogue, là, en fait, il faudrait faire la deuxième manip comme on l'avait annoncé au briefing. C'est important puisque dans l'optique de l'entraînement au combat, c'est des techniques de récupération de blessés sans qu'ils ne nécessitent pas de réaliser des ZH, des zones d'électroyage. Et ça évite de se rendre sur des clairières, de devoir les réaliser nous-mêmes par des moyens d'explosifs et tronçonneuses, des zones de récupération. Donc là, des criques dans le milieu équatorial, on en trouve partout. Donc on sait que c'est un type de procédé qu'on pourra facilement mettre en œuvre. L'idée d'utiliser la pirogue est abandonnée et remplacée par une autre solution. C'est en mode commando que les légionnaires vont tenter d'évacuer leurs blessés par la rivière. Le principe est simple, créer un radeau humain retenu par un filin. L'esprit de corps, les légionnaires connaissent. Ils font tous bloc derrière leurs camarades et ne bougent pas d'un poil à l'arrivée de Jean Daniel. L'opération est concluante. Elle va être réalisée à plusieurs reprises. Et à chaque tentative, c'est un succès. Plus de doute, Jean Daniel vient de valider une nouvelle méthode de sauvetage. Dorénavant, c'est grâce à cette technique que les évacuations de combattants en forêt s'effectueront. À l'est de la Grande Terre, Lifou est la plus grande île de l'archipel des Loyautés et un paradis pour touristes. L'endroit est réputé pour ses tortues qu'on peut observer à quelques mètres à peine du rivage. Alors, tous les 3 jours, des bateaux de croisière australiens débarquent un flot de 3000 à 6000 clients, presque l'équivalent de la population locale. La tranquillité et la sécurité de ces visiteurs représentent un véritable enjeu économique. Raison pour laquelle les gendarmes veillent particulièrement sur eux en bonne entente avec les tribus. Pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec elles, les gendarmes veillent à respecter les traditions ancestrales. Aujourd'hui, Jean-Paul doit aller présenter son collègue Thierry, nouvellement affecté à Lifou. Ils vont rendre visite au chef local sur une kermesse pour y faire la coutume. En fait, le principe de la coutume
est d'offrir le manou, ce qu'ils appellent le manou. Donc une pièce de tissu avec une valeur. En l'occurrence, là, on a 1000 francs CFP. Et donc la valeur est associée quelque part à la hiérarchie de la personne avec laquelle on fait coutume. Voilà. Donc c'est de tradition, c'est pas la valeur qui compte, c'est le geste, tout simplement. Lors de la coutume, le nouvel arrivant, s'il veut être accepté, doit non seulement se présenter, mais aussi demander l'autorisation officielle de passer sur les terres de la tribu. Même les représentants de l'État français s'y conforment pour travailler en toute sérénité avec elle. Donc je me présente, Thierry, je suis le nouveau responsable des gendarmes qui sont détachés sur l'île de Lifou pour une période de 3 mois. Et donc à ce titre, pour moi, c'est tout à fait nouveau que de rencontrer une telle coutume. Pour moi, c'est un honneur déjà de vous rencontrer. Et j'en profite aussi pour vous demander simplement l'autorisation d'accéder sur vos plages. On vient à vous pour mieux vous connaître et entretenir notre relation. 3 mois. Oui, 3 mois, oui. Ouais. Bienvenue. Merci à vous. Surtout la sécurité. Oui. On a besoin de la France pour la sécurité. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Ici, les gendarmes travaillent main dans la main avec les tribus. Ensemble, ils font tout pour ne pas ternir l'image de ce paradis, véritable manne touristique. Alors, lorsque la sécurité des plages et des baigneurs est en jeu, ils prennent cela très au sérieux. Oui, là nous arrivons très prochainement. Alors qu'est-ce que vous avez vu hors de l'eau? Vous avez vu l'aileron? Est-ce que vous avez vu la nageoire caudale? Non? L'aileron quoi? Il est toujours là? D'accord. Et vous avez identifié, pour vous c'est quoi comme type de requin? Vous avez l'habitude d'en voir ou pas? Ouais. Et vous l'estimez de quelle taille? Il est énorme pour vous? D'accord. Vous restez sur place? A tout de suite. Hein. Là, je viens d'appeler le requérant qui a fait l'observation. Le requin a fait des allers-retours au niveau de la plage. Et donc le requérant a observé la nageoire dorsale de celui-ci. Donc il a l'habitude d'en voir. Et à premier abord, il estime la taille du requin à 4 mètres. Et c'est vrai que si on a un prédateur de cet ordre-là, la baignade, il va falloir l'interdire. Ça c'est clair. Donc on est à peu près à 30 km de route. 30 km de route sur lesquels Jean-Paul, le conducteur, doit rester prudent malgré l'urgence. L'île de Lifou est à peu près au niveau de la superficie comme la Martinique. Donc là, même si on est parti du milieu de l'île, on a quand même peut-être une trentaine de kilomètres pour aller jusqu'à la plage. Et bon, même si on essaie d'aller vite, on traverse beaucoup de tribus. Donc il y a quand même des enfants, des familles, donc il faut aller vite, mais on ne peut pas non plus intervenir trop rapidement. L'homme qui a alerté les gendarmes est du coin. Son témoignage est pris très au sérieux. Les enfants étaient dans l'eau ou pas? Non. C'est juste qu'on est parti se promener là. Ouais. On a vu le requin. D'accord. Et t'as vu le masse dans l'eau? Vu que l'eau est relativement claire et que... Oui, mais sinon la tête, elle est comme ça. Hein. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais. On est sur une grosse bestiole. Le témoin guide les gendarmes sur la pointe rocheuse où il a repéré la bête. Aucune trace visible du prédateur. Mais sur la plage voisine, des baigneurs risquent de devenir des proies faciles. Il y en a des gens quand même là-bas sur la plage. Vous avez été avertis? Ça veut dire qu'on est là, hein, qu'ils ne se baignent pas? On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Il est chez lui dans son milieu, le requin. Donc, à part essayer de faire une action préventive pour éviter tout risque, voilà. Surtout que bon, même monsieur qui vit ici, qui connaît mieux le coin que nous, effectivement, un requin de 4 mètres, c'est pas normal, il peut y avoir un risque. Ici, des petites pointes blanches, noires ou grises, on a l'habitude de nager avec eux. Mais là, 4 mètres, il y a quand même un danger plus réel. Ce danger, les habitants du secteur ne l'ignorent pas. 10 ans auparavant, le décès d'une infirmière venue observer les tortues ici même a laissé des traces dans les mémoires. Avant, mon grand-père, il prenait son bateau et il allait faire visiter aux touristes. Elle était venue ici et puis, comme elle était trop amoureuse des tortues, ça se fait qu'elle est partie là-bas. Et mon grand-père, il a dit de ne pas y aller, elle est partie. Et puis après, quand on l'a vue, elle était en train de flotter. Et puis, on est venu, mes autres grands-pères sont venus, ils l'ont ramené sur la plage.
Et on a vu la moitié du requin, il était énorme. Je crois que c'est celui-là. Première urgence, alerter immédiatement les vacanciers qui étaient venus sur le site pour observer les tortues. On a eu un appelant qui a contacté la gendarmerie, il y a un requin de grosse taille. Donc peut-être éviter de vous baigner. Hein. Ça marche? Ok. Le site a été l'objet d'un décès il y a 10 ans. Ah bon? Il y a 10 ans. Hein. Ah oui, mais bon. De bouche à oreille, la nouvelle a fait le tour de la plage. Bonjour, vous avez été informé pour le requin? Oui, c'est tout bon? Ok. L'aide de la population est très appréciée, que ce soit donc pour ce genre d'intervention ou même autre. Hein. Ils nous aident, tout le monde s'aide ici. Deuxième étape, prévenir tous les habitants du bord de plage pour faire passer l'information à toute la tribu. On fait le tour, voilà. Il y a un des messieurs de la tribu qui a vu un requin, mais un joli dans les 4 mètres. Hein. On va dire à tes touristes de ne pas se baigner. En plus, il y a plein de petites tortues, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas y aller. Oui, vous passez le mot aux gens que vous croisez. D'accord. Les enfants, là. Voilà. Ça va les jeunes? Vous êtes au courant pour le requin? On a prévenu les gens qui étaient présents. Si vous avez d'autres contacts qui vous arrivent, là, les prévenir en soi. Hein? Ok. Il y a un requin de 4 mètres qui est vu devant. Troisième étape, mettre la plage sous la surveillance des pompiers. 4 mètres, c'est pas un petit point de grise ni un point de blanche, c'est autre chose. Hein. Donc bon, dans le doute, on va prendre de risques à se baigner. Okay. Allez, Oletti, tata. Nul doute que le message va se propager plus rapidement que sur un réseau social. Ici, la sécurité n'est pas que l'affaire des gendarmes. Tout le monde se sent concerné et prend sa part. Mifou, c'est une population qui est vraiment très agréable, très accueillante. Dès qu'il y a le moindre souci, il y a une grosse cohésion sur l'île. Voilà. Bon, là, ça va être le cas du requin qui est vu pour la sécurité aussi bien des gens de l'île que des touristes. Après, on va le retrouver même sur d'autres interventions. Il suffit qu'une personne, par exemple, soit disparue ou n'importe quoi, ça va tout de suite mobiliser la tribu, voire des tribus, pour nous aider aux recherches. Dans tous les cas, à partir du moment où quelqu'un a un problème, ça devient un problème collectif. Et tout le monde donc, se serre les coudes. À Saint-Pierre, l'intervention des pompiers du Grimpe sur la grue se poursuit. Chad, ici Gérard, ça va? Donc là, on va conditionner la victime, on va la mettre dans la civière. Et ensuite, d'ici une dizaine de minutes, un quart d'heure, elle sera reçue. Malgré son état, l'ouvrier victime d'un malaise remonte tant bien que mal sur la plateforme où l'attend sa civière. Ça va aller, monsieur? Oui. Vous voulez des médicaments? Non. Vous avez une maladie spéciale, non? Non. Pas du tout, d'accord. Vous avez mangé ce matin? Non. Ah, d'accord. Descendez un peu. Voilà, impeccable. Voilà. Monsieur, vous pouvez glisser encore un petit peu, mettez la tête là. Ça va? Pas trop serré? Vous serez en bas dans quelques instants. Tout le dispositif de Gérard est enfin en place. C'est bon, Christian, de l'autre côté? La partie la plus délicate va se jouer maintenant. Tu avales le mou, Bruno, hein? L'extraction de la victime dans le vide. Nous sommes à plus de 30 mètres de hauteur. Tu avales encore le mou un peu? Voilà. Bon, t'es bon, Christian? Ouais, c'est bon. Allez, on la met dans le vide tout doucement. Le passage le plus compliqué est la mise au vide. Il faut rapidement que la civière se mette à l'horizontale pour éviter tout incident. Voilà, impeccable, ça vient, doucement. Allez, lâche, ça me donne un peu de mou, Bruno. Attends, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, doucement. Allez, là, voilà. Au bout de quelques minutes, l'équipe a réussi à positionner correctement le dispositif. Donc on commence à la descente, tu prends l'antigiratoire en main. Reçu, antigiratoire en main. Attends. On commence la descente, Hicham. Tout doucement, Bruno, on y va. Prêt pour la descente. La phase la plus dangereuse est écartée. Il faut maintenant filer jusqu'en bas, sans problème. Gérard a de quoi être fier. Tous les gestes sûrs de ses équipiers, c'est lui qui les leur a appris. Sa formation a porté ses fruits. 5 mètres du sol. C'est magnifique. 6 au sol. 6 au sol. Bien reçu, super les gars. Ça y est, la victime est en bas. Voilà, c'est pour ça qu'on a le sourire maintenant.
Parce que là on était vraiment concentré. Parce que quand tu regardes le matériel qu'on a au niveau des cordes et tout, donc voilà, il ne faut pas se tromper. Et donc là c'est parti, c'est fini. La victime est arrivée en bas saine et sauve. Et nous, ben voilà, hein, on va ranger le matériel et on va regagner le bercail. N'est-ce pas, messieurs? Fiers des hommes, là? Ah, fiers, toujours. Ah oui, toujours fiers. 100%. Et confiance aussi à 100%. Ce sont des pros de toute façon. Il n'y a aucun doute là-dessus.